Mes chers amis, je suis désolé d'interrompre des conversations privées qui sont naturellement très intéressantes et qui font partie de notre colloque. C'est pour ça que nous tenons beaucoup à ce déjeuner, mais vous allez voir, c'est pour la bonne cause. C'est pour donner la parole à quelqu'un dont vous avez entendu citer le nom, je l'ai compté 4 ou 5 fois ce matin. Voilà. Donc il est parmi nous, il s'agit de Louis Gallois, vous l'avez compris. Donc je ne vais pas faire l'injure à nos amis français ici de présenter Louis Gallois, mais comme nous avons des partenaires et des journalistes étrangers, peut-être sa réputation n'a pas franchi toutes les frontières. Donc je vous rappelle que Louis Gallois a dirigé un certain nombre d'entreprises, et non des moindres, comme Snecma, l'aérospatiale, la SNCF, EADS. Donc vous voyez en plus un panel d'entreprises extrêmement variées, ce qui lui donne une expérience et une compétence pour traiter le sujet que nous lui avons demandé de traiter aujourd'hui. Et cette compétence est telle que l'État français lui a, il y a quelque temps, maintenant demandé de rédiger un rapport sur la compétitivité de la France. Mais COFAS est un groupe international, donc nous souhaitons nous élargir, aller au-delà des frontières françaises, et nous lui avons demandé d'avoir la gentillesse de bien vouloir nous faire part de son expérience sur la compétitivité de l'industrie et des entreprises européennes. Donc je vous laisse la parole, Louis, avec beaucoup de plaisir. Merci. Bonjour. J'ai la tâche assez délicate de meubler entre le hors-d'œuvre et le plat principal, que vous attendez évidemment avec impatience. Donc je vais essayer d'être bref, même si le sujet qui m'a été imparti est assez gigantesque, puisqu'il s'agit rien de moins que de parler de la compétitivité de l'industrie européenne, ce qui permet d'aborder à peu près tous les sujets que l'on souhaite aborder. Alors, j'ai assisté à la fin des interventions ce matin, donc j'ai une petite idée de ce qui a pu se dire. Je vais essayer de ne pas être redondant avec les propos qui ont été tenus, notamment par Madame Claire Vézan, que j'ai écouté à la fin, et de vous dire des choses qui sont peut-être un peu moins formatées, parce que je suis un peu plus libre de propos. Je m'exprime ici à titre strictement personnel, comme vous pouvez l'imaginer. Bon, la zone euro a une balance commerciale à peu près équilibrée, ce qui est une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'il y a un pays qui a 160 milliards d'excédents, ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui sont déficitaires. Et même si dans des 160 milliards d'excédents, il y a une partie européenne significative, il y a un excédent extérieur de l'Allemagne qui est important et qui veut dire que d'autres pays sont déficitaires vis-à-vis du reste du monde. Et le problème, il est là. C'est que cette divergence de compétitivité au sein de l'Europe ne se réduit pas, mais s'élargit jusqu'à une période très récente, je reviendrai sur ce point. Et qu'il y a eu des forces qui ont fait que dans la décennie qui vient de se passer, cette divergence s'est accrue. Alors, quelles sont les raisons de ces divergences? Certaines viennent de loin. Je prendrai le cas de l'Allemagne. La compétitivité de l'Allemagne ne vient pas du plan Hartz. Il est bien antérieur. L'industrie allemande a des ressorts, des bases, des fondations qui la rendaient de toute façon extraordinairement forte. Une structure industrielle très diversifiée, avec un Mittelstand issu de la Deuxième Guerre mondiale, qui assure, je dirais, le fond de sauce, la stabilité du système industriel allemand. Un appareil de formation avec un double cursus et surtout un développement de l'apprentissage
tout à fait performant, qui a montré sa capacité au moins à former au métier de l'industrie, une relation entre le secteur bancaire de proximité et les entreprises tout à fait remarquable, qui d'ailleurs pose quelques problèmes au secteur bancaire, mais qui a au moins supporté et soutenu les entreprises, un appareil de recherche dont le lien avec l'industrie est remarquablement assuré, notamment à travers les instituts Fraunhofer, un dialogue social qui est fondé sur l'idée qu'on est d'accord sur la création de valeur et qu'on se bat sur le partage de la richesse créée. On est d'accord sur la création de richesse. Ça, c'est extrêmement important. Chacun considère, qu'il soit salarié, syndicat ou patronat, que c'est la création de richesse qui est la base de tout. Et après, on se bat pour le partage. Ce mécanisme associé à la codétermination, c'est-à-dire au fait que les représentants du personnel ont de véritables droits au sein de l'entreprise, tout cela a créé un climat qui fait que le pays est uni derrière son industrie. Moi, j'ai assisté à un colloque du SPD à Berlin il y a 2 mois. Vous aviez entre M. Sternmeyer et Sternbrück les leaders syndicaux, M. Weber de IG Metall, etc., mais également Dieter Zetsche, le patron de Daimler, Tom Enders, le patron de ADS, des patrons d'entreprises de taille intermédiaire. Vous imaginez la même chose en France? Je crois que ça serait difficile. Et j'espère que ça viendra un jour possible. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont d'accord entre eux. Ça veut dire qu'ils ont un consensus sur la priorité à l'industrie. C'est l'industrie qui est la base de l'économie allemande. Et derrière cette industrie, tout le monde pousse, y compris les politiques gouvernementales, pour lesquelles le critère de toutes les décisions gouvernementales, que ce soit au niveau de Länder ou au niveau fédéral, sont examinées à l'aune de leur impact sur la compétitivité industrielle. L'exception est peut-être l'arrêt du programme nucléaire. Mais même là, dans ce cadre, le responsable en charge de la transition énergétique est venu expliquer à l'ambassade d'Allemagne à Paris qu'il avait comme objectif la compétitivité industrielle et que c'est un objectif qui lui a été fixé par le gouvernement fédéral. Tout ceci donne une stabilité, une visibilité remarquable. Et c'est cette base qui a permis à l'industrie allemande de se positionner sur le haut de gamme, qualité, innovation, service, et de s'internationaliser dans de bonnes conditions en gérant remarquablement les délocalisations, en maintenant toujours en Allemagne les chaînons industriels qui ne souffrent pas trop du coût du travail, mais qui bénéficient, qui sont les chaînons à maintenir pour des raisons de sécurité, de risque technologique, de proximité du client et d'estampillage de la marque Made in Germany. Je pense que tout ceci ne doit pas être oublié lorsqu'on réfléchit au succès allemand actuel. C'est bien avant le plan Hartz, c'est ça qui fait le fondement de la solidité allemande. Et puis il y a eu certaines évolutions plus récentes. Alors là, c'est le plan Hartz. Un effort sur les coûts, à travers une modération salariale, sur laquelle je reviendrai parce qu'elle peut poser quelques problèmes. Un coût du travail, un coût du logement, remarquablement maintenu bas. Le logement représente à peu près 12% du revenu des ménages. On est entre 25 et 28 en France. Ça veut dire que la pression des logements sur les salaires en France est 2 fois plus forte qu'en Allemagne. Avec une dynamique qui, en Allemagne, il commence à avoir des problèmes de dynamique du coût du logement. Mais enfin, ils partent de tellement loin. Je pense que c'est un élément essentiel qui a servi, qui a permis cette modération salariale.
Mais cette modération salariale, elle est aussi acquise à travers la déréglementation du marché du travail, qui se traduit en Allemagne par une situation où vous avez deux marchés du travail. Le marché des grandes entreprises, syndiquées, où les choses ont peu changé, si j'en juge, à travers le prisme de ADS. Les évolutions salariales en Allemagne et en France sur les 10 dernières années, chez EADS, ont été à peu près parallèles. Pas eu de grande différence. Une des grandes différences, et pourtant en Allemagne nous étions indexés sur la convention d'IG Metall, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui négocions, donc ce n'est pas le laxisme particulier de la direction de ADS. Donc pas une énorme différence. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais pas énorme. En revanche, dans les services, on assiste à une montée des salaires à très bas niveau et du temps partiel, qui est un facteur de compétitivité que nous ne pouvons pas souhaiter exporter. Il y a 2 millions de salariés en Allemagne qui gagnent moins de 4 € de l'heure, et il y en a 7 à 8 millions qui sont en dessous du SMIC français. Je pense que ça aussi, c'est une conséquence du plan Hartz. Et je pense qu'il faut que nous regardions cela avec soin, parce que cela veut dire que c'est un élément sur lequel je n'imagine pas que nous puissions prendre exemple. Tout au moins, je ne le propose pas. Voilà raison de divergence qui explique le succès de l'Allemagne. Et j'ai insisté sur les aspects essentiellement positifs. J'ai une très grande admiration pour ce qui s'est fait en Allemagne, même si, vous avez vu, il y a un bémol concernant les salaires dans les services qui pose un problème sérieux, y compris de compétitivité, puisque maintenant on fait abattre les bêtes françaises en Allemagne, parce que dans les abattoirs, les gens gagnent 3 à 4 € de l'heure. Donc, ce qui évidemment n'est pas le cas chez nous. C'est ajouté à cela un élément, et je demande à Mme Faisan de fermer ses oreilles, qui concerne l'évolution de l'euro. L'euro, sur les 5 premières années de la décennie 2000, est resté à un niveau que j'appellerais raisonnable. Et entre 2005 et 2012, il est en moyenne supérieur à 1,3 $, 1,30 $. C'est un élément de divergence massif en Europe. Les forts, au premier rang desquels l'Allemagne, mais quand je dis l'Allemagne, je l'ai pris parce que c'est le plus gros pays, mais je pourrais dire les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, les pays qui ont su trouver une spécialisation internationale qui leur permet de faire leur prix. Ces pays sont capables de résister à un euro fort et ils bénéficient de l'avantage de l'euro fort pour le coût de leurs importations. Pour eux donc, c'est presque entièrement bénéfice. En revanche, pour les pays qui n'ont pas réussi à établir une spécialisation internationale qui leur permet de faire leur prix, qui sont donc obligés de s'aligner sur les prix de la compétition mondiale, il est clair que la hausse de l'euro a un effet extraordinairement pénalisant qui compense très largement, de manière négative, l'avantage qu'il y a à importer moins cher du fait d'un euro fort. Et donc l'euro a joué incontestablement depuis 2005 dans la divergence des économies entre ceux qui avaient la spécialisation internationale qui leur permettait de la supporter, cette hausse, et ceux qui avaient une spécialisation internationale qui ne leur permettait pas de la supporter. Et malheureusement, la France fait pour partie de cette deuxième catégorie de pays. Nous ne sommes pas les seuls. C'est le cas de l'Espagne, même si sa compétitivité actuelle s'améliore avec une montée en flèche de la pauvreté quand même. Quand même pas. L'amélioration de la compétitivité espagnole que tout le monde reconnaît, c'est une compétitivité dans les usines espagnoles.
mais les chercheurs espagnols s'en vont d'Espagne. Une grande partie de ces élites va aux États-Unis ou en Allemagne. Et le niveau de pauvreté atteint un seuil qui n'est pas acceptable, avec, vous savez, un chômage des jeunes qui dépasse 40%. Je ne pense pas que cette purge soit supportable très longtemps par ce pays. Du côté Portugal et Grèce, je ne m'étends pas. Du côté de la France, je note seulement que la France ne perd plus de part de marché depuis 1 an et demi, 2 ans. Il y a un effet de stabilisation, nous ne perdons plus de part de marché actuellement. Il y a un pays qui résiste, c'est l'Italie. L'Italie a une balance commerciale équilibrée et c'est un pays qui a manifesté une capacité d'adaptation assez remarquable. Et il est clair que, étant compétitif, la politique menée par M. Monti va renforcer sa compétitivité. Et je crois que l'Italie sera, dans les années qui viennent, un pays industriel compétitif. Même si lui aussi a des problèmes d'évasion de ses chercheurs et de montée de la pauvreté, notamment au sud. Voilà quelques mots sur les divergences. Quand j'ai énuméré les qualités de fond de l'industrie allemande, vous avez compris que, vous pouvez faire le parallèle avec la situation en France, sur laquelle je vais revenir rapidement lorsque j'examine comment engager la convergence. Comment engager la convergence? Eh bien, il faudra d'abord que les pays déficitaires fassent leur job, mais que les pays excédentaires fassent le leur également. Parmi les pays déficitaires, je prends au hasard l'exemple de la France. Alors je ne vais pas vous faire une sorte de décalque de mon rapport, je vous y renvoie aimablement, mais je suis sûr que vous l'avez tous lu. Donc je vais aller rapidement. Pour la France, je ne vois pas d'autre issue que la montée en gamme pour essayer de nous sortir des griffes des prix fixés par le marché mondial. Parce que la France a beaucoup plus un problème de compétitivité prix que de compétitivité coût. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les coûts. Mais notre problème, c'est que nous ne fixons pas les prix. Et que lorsque vous regardez l'évolution des prix à l'exportation de la France par rapport à l'évolution des prix à l'exportation de l'Allemagne, vous voyez la différence. Elle explique très largement la différence de marge entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes sur les 10 dernières années. La différence de l'évolution. Monter en gamme, ça ne peut se faire qu'en investissant. Investissant en R&D, investissement de productivité, investissement de tous ordres qui suppose qu'il y ait un climat favorable à l'investissement. Alors je le dis dans mon rapport, pour investir, les chefs d'entreprise ont besoin, 1, d'être reconnus, 2, d'avoir un environnement à peu près stable, et 3, d'avoir une certaine visibilité sur l'avenir. Et 4, d'avoir l'argent pour cela. Je ne m'étends pas sur les 3 premiers points. Le 4e, c'est ce que j'avais appelé le choc de compétitivité, qui a été réinterprété par le gouvernement sous la forme du crédit d'impôt compétitivité-emploi, qui d'ailleurs marque la différence avec ce que je proposais. C'est-à-dire que moi, mon affaire était compétitivité. C'est-à-dire que je montais jusqu'à 3 fois et demi le SMIC, et je partais de la base Fillon, donc l'essentiel était entre 1,6 et 3 fois et demi le SMIC. Et le gouvernement, pour des raisons que je comprends assez bien, étant donné la situation de l'emploi, a voulu une mesure beaucoup plus large qui ait un effet sur l'emploi plus important, et donc il a choisi un dispositif différent qui effectivement vise les 2 objectifs de compétitivité et d'emploi, et qui donc
d'une certaine manière, atteint un peu moins l'objectif de compétitivité. Mais il n'en reste pas moins que 20 milliards, c'est 1 point de PIB, c'est extrêmement considérable, surtout dans la période budgétaire actuelle, et que ceci doit donner un ballon d'oxygène aux entreprises, leur permettant effectivement d'engager la reconquête. En même temps, j'espère que ça leur donnera confiance dans la volonté des pouvoirs publics de soutenir leurs efforts. Pour reconstituer les marges, donc, il y a ce choc. Évidemment, il faudra travailler sur les coûts. C'est clair, mais surtout les coûts. Il est clair qu'il y a le coût de la fiscalité. Il y a le coût du travail. On en a parlé, le 6C réduit ce coût du travail. Il y a le coût de la fiscalité. Il n'est pas neutre. Il dépend un peu du niveau de la dépense publique. Et je pense qu'une baisse de la dépense publique en France, qui atteint 56% du PIB, est devenue à peu près inévitable et qu'il va falloir l'organiser. Je peux vous dire que ce n'est pas une affaire simple, parce que personne n'est volontaire pour cette entreprise. Mais je pense qu'il y a le coût de l'énergie. J'en ai parlé, je ne veux pas rentrer dans le détail. Il y a l'ensemble des coûts, il y a le coût des services. C'est pour ça qu'il est important que les services aussi fassent l'objet de gains de productivité. C'est sur toute la gamme des coûts qu'il faut travailler, et pas uniquement sur le coût du travail. J'écoutais un spécialiste d'automobile dire « le coût du travail dans l'automobile, il n'est pas absolument déterminant, tout au moins au niveau des chaînes d'assemblage ». Mais je suis sûr que dans la structure de coûts, il y a beaucoup de points sur lesquels on peut insister. Ensuite, je ne fais que vous donner les têtes de chapitre parce que je voulais vous parler plutôt des pays excédentaires, on en parle peu. Innovation, exportation, les deux sont liés pour moi. Les entreprises qui innovent sont celles qui exportent et les entreprises qui exportent doivent innover. Donc les deux sont liés. Le problème en France n'est pas tellement le niveau des aides à l'exportation, à l'innovation, c'est plutôt l'organisation du dispositif qui permet effectivement à la recherche de se transformer en innovation et de l'innovation de se transformer en produit. C'est cet enchaînement qu'il faut qu'on assure de manière à travers la relation entre l'appareil de recherche et l'industrie, la valorisation de la recherche publique, les fonds d'amorçage, puis le capital développement, le capital risque, puis le capital développement. Il faut que toute la chaîne permette de suivre. Et vous savez qu'actuellement, le grand problème en France, c'est le capital risque et le capital développement. Les levées de fonds ont baissé de plus de moitié en 4 ans. On était à environ 12 milliards d'euros, on est maintenant en dessous de 6 milliards d'euros. Et dû très simplement aux règles prudentielles qui éloignent les banques et les compagnies d'assurance de ce type de placement, et aussi peut-être à quelques éléments de fiscalité qui ne favorisent pas le capital risque autant qu'ils pourraient le faciliter. Mais là, il y a un véritable sujet en France, c'est que l'innovation, pour se transformer en produit et pour permettre aux entreprises qui disposent d'une véritable innovation de progresser, de grandir, eh bien, il faut du capital d'investissement et nous devons reconstituer cette base. La BPI va y aider, elle va avoir les éléments pour faire effet de levier. Deuxième élément, la structuration et la solidarité du tissu industriel. Alors c'est le vieux problème, comment aider nos PME à grandir? J'ai fait un certain nombre de propositions. Comment faire en sorte que le tissu industriel fonctionne de manière plus solidaire entre les grands groupes et leurs chaînes de fournisseurs et de sous-traitants? Sur le plan territorial, dans les pôles de compétitivité, je crois qu'il y a des choses qui se font. Il y a des progrès, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Il faut profiter justement de ces progrès pour enfoncer le clou. Il y a tout l'aspect de financement. Comment orienter l'épargne vers l'industrie? L'épargne française ne va pas vers l'industrie. Je pense qu'elle va exagérément vers l'immobilier. Il faut que nous soyons capables de réorienter cette épargne vers l'industrie et vers les placements à risque. La formation.
problème de formation initiale et de lien entre le système d'éducation et l'industrie, développement de l'apprentissage et des formations en alternance, articulation de la formation initiale, de la formation continue, orientation de la formation continue vers l'employabilité et non plus vers la simple adaptation à un poste au travail. Un chantier énorme. Formation des chômeurs. 9% seulement des chômeurs ont accès à une formation. 9% des chômeurs. Un dialogue social qui sorte des sentiers archi-battus que nous connaissons. Je dois dire que l'accord qui vient d'être négocié est une grande source d'espoir. Il a montré que sur des sujets extrêmement lourds, les partenaires sociaux étaient capables de trouver un accord équilibré, qui permet de réunifier le marché du travail avec des souplesses sur le CDI et des sécurités sur les emplois précaires. Je pense que cet accord, on verra s'il est historique, mais marque en tout cas une étape majeure du dialogue social en France. Il faudra d'ailleurs que le débat parlementaire préserve cet équilibre. Bref, rompre les silos, travailler ensemble, insister sur ce qui marche, sur ce qui bouge, accompagner ce qui marche, accompagner ce qui commence à bouger. Il y a beaucoup de choses qui commencent à bouger. Les universités maintenant acceptent de parler avec l'industrie, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Les grands organismes de recherche se préoccupent vraiment de la valorisation de leurs acquis de recherche, le CEA en tête. L'apprentissage a connu un développement remarquable en France au cours des dernières années, notamment l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, pour changer l'image de l'apprentissage et le tirer vers le haut. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que sur tous ces éléments, il y a eu des progrès. Eh bien, il faut enfoncer le clou et il faut continuer à travailler. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à se préoccuper de leur chaîne de fournisseurs. Il y a quelques exemples réussis, notamment l'industrie aéronautique. Et il y a quelques industries qui ont beaucoup à apprendre de ce qui s'est fait ailleurs. Ça, c'est ce que doit faire un pays déficitaire. Je ne m'étends pas évidemment sur les disciplines budgétaires dont Mme Vaison a parlé tout à l'heure. Bien, les pays excédentaires, ils ont également leur devoir. Il n'est pas normal. Un pays qui a 160 milliards d'excédent de son commerce extérieur et qui prévoit une croissance de 0,5% par an, il y a un problème. Il y a un problème. Ça ne peut pas fonctionner comme ça longtemps. Ou alors ça se fait au détriment d'autres pays. Il faut donc que l'Allemagne joue son rôle de leader en Europe. Et qui dit leader dit prise de responsabilité européenne, notamment en faisant tout ce qu'elle peut pour créer de la croissance en son sein. Elle a une marge de manœuvre formidable avec un équilibre budgétaire maastrichtien rétabli en 2012. En 2012, M. Schäuble vient d'annoncer que l'Allemagne était à l'équilibre maastrichtien, avec 1 ou 2 ans d'avance. Et en même temps, un énorme excédent commercial, ça veut dire qu'il y a de la marge de manœuvre pour une politique de croissance. Et nous avons besoin de cette politique de croissance. Comme nous avons besoin que l'Allemagne, dans son rôle de leader, manifeste de la solidarité. Je sais bien que les project bonds posent un souci à l'Allemagne parce qu'elle a l'impression que c'est sur sa garantie que ça porte, puisqu'elle considère qu'elle est le pays qui assure la garantie de la zone euro. Mais enfin, actuellement, on prévoit 230 millions de project bonds. C'est un montant infinitésimal par rapport à ce dont nous aurions besoin pour relancer l'investissement en Europe, avec des besoins énormes. Le très haut débit, partout. 35 milliards pour la seule France. Vous imaginez ce que ça pourrait coûter pour l'ensemble de l'Europe? Et il faut bien y aller. Donc si on a envie de mener de grands programmes structurants européens qui renforcent la compétitivité de l'Europe, il y a de la marge. Et ce n'est pas avec 230 millions d'euros qu'on va le faire. Et puis il y a la politique de l'Union européenne. Je suis trop long, mais je vous vide mon sac. J'en profite.
de manière éhontée. Mais il faut m'arracher de la tribune, quand vous en aurez assez. La politique de l'Union européenne, pour moi, c'est une assez grande frustration. Il y a un discours politique industriel. Il y a même une communication récente, du mois d'août dernier, au Parlement et au Conseil européen, sur la stratégie industrielle de l'Europe. Si vous lisez ce document, vous êtes entièrement d'accord de la première ligne à la dernière. Aucun problème. Tout le monde est d'accord. Du fond de la Grèce au nord de la Finlande. Tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que ça, comme tout le monde est d'accord, ça n'a pas grande consistance. Il y a un certain nombre de vœux auxquels nous nous rallions, évidemment, plus d'innovation, plus de recherche, une meilleure formation des personnels, plus de solidarité, etc. Très bien. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux politiques européennes qui me paraissent orientées vers la compétitivité. Il y a la politique de recherche, et j'espère que dans les arbitrages budgétaires, le PCRDT, Programme communautaire de recherche et de développement technologique, sera porté au niveau de 80 milliards d'euros comme il l'est prévu. Il était à 56 au précédent PCRDT, donc il y avait une progression forte. J'espère qu'elle sera maintenue. Évidemment, on pourrait souhaiter que les procédures soient moins lourdes, mais là, il y a une véritable politique. Il y a une deuxième politique, c'est celle que mène Michel Barnier sur le marché intérieur. À la fois sur les aspects bancaires, financiers, et là je pense que des avancées significatives sont engagées, comme sur les brevets ou certains éléments de fluidité du marché intérieur, sur le marché public, etc. Évidemment, dans la mesure où le marché intérieur devient plus fluide, il donne aussi une prime aux plus compétitifs. C'est donc un défi. Mais je pense néanmoins que cette politique va dans le bon sens. Il y a deux politiques qui sont absolument absentes actuellement. La politique de l'énergie et la politique des matières premières. La politique de l'énergie, il faut savoir quand même que la CECA est à l'origine de l'Union européenne. Il est quand même assez extraordinaire qu'il n'y ait aucune politique de l'énergie européenne. Au moment même où l'Allemagne prend des décisions massives qui ont un impact sur l'ensemble de l'Europe. Je pense que c'est une lacune grave pour la compétitivité globale de l'Europe. Quant à la politique des matières premières, elle risque de mettre l'Europe dans une situation extrêmement difficile parce que les États-Unis ont une politique de matières premières, la Chine a une politique de matières premières, la Russie a une politique de matières premières. Et le risque pour nous, c'est, n'en ayant pas, de nous trouver dans la main de ceux qui ont une politique de matières premières. Et je crois que cette lacune devra être comblée aussi rapidement que possible. Puis il y a trois politiques qui posent problème, qui soulèvent des questions. Il y a la politique de la concurrence, que je juge personnellement beaucoup trop juridique, mais elle est juridique pourquoi ? Parce que les décisions de la Commission en matière de concurrence ne font l'objet d'appel que devant la Cour de justice. Ce qui veut dire que la direction de la concurrence et la direction juridique n'ont qu'un seul objectif, c'est d'éviter de se faire retoquer devant la Cour de justice. Donc, dossier bétonné sur le plan juridique. Monti avait créé à l'intérieur de la direction de la concurrence une cellule économique. Cette cellule économique n'a jamais réussi à prendre du poids à l'intérieur de la direction de la concurrence. Si bien qu'on n'a pas une véritable vision économique de la concurrence au niveau européen. La deuxième politique qui pose problème, c'est celle du commerce extérieur. Le principe de réciprocité est désormais accepté, mais nous attendons sa mise en œuvre. Nous ne la voyons pas venir en dehors du dumping sur les panneaux solaires, où nous ne faisons en gros que suivre les États-Unis. Et je pense que dans ce domaine, il y a aussi une lacune. Marché public, propriété intellectuelle, obstacles non tarifaires, il y a un certain nombre de sujets qui méritent une action plus énergique que celle que nous voyons.
Et le troisième sujet, c'est la politique de change. Alors, il n'y a pas de politique de change, puisque, comme me le disait l'ancien président de la BCE, le change, le taux de change entre l'euro et le dollar est fixé par le marché. Mais je crois que c'est un vrai sujet. Nous voyons le Japon qui développe actuellement une politique avec le nouveau gouvernement clairement de yen faible. Nous connaissons le benign neglect américain vis-à-vis du taux du dollar. Et le risque est que l'Europe, d'autant plus que, comme disait Mme Bézant, l'Europe redevient attractive pour les capitaux, le risque est que l'euro soit poussé à la hausse. Et je crois que l'euro à la hausse, c'est un élément de divergence et de dissolution de la solidarité industrielle européenne. Et donc, je crois qu'il est important que l'Eurogroupe, avec son nouveau président, puisque c'est l'Eurogroupe, ce n'est pas la BCE qui fixe le taux, qui a la politique de change, c'est la responsabilité de l'Eurogroupe, il est important que l'Eurogroupe s'exprime, même si les moyens sont à la BCE. Il est important que l'Eurogroupe s'exprime, et s'exprime parce que les marchés, ils écoutent. Les marchés écoutent ce que disent les politiques, surtout lorsque ces politiques sont unis. Le problème, c'est qu'il est très difficile d'être unis sur ce point, parce que c'est très difficile pour l'Allemagne de se plaindre de sa monnaie. Quand vous dégagez 160 milliards d'excédents, vous n'êtes pas porté à vous plaindre de votre monnaie. Et vous avez peu d'arguments pour vous plaindre. Mais globalement, je pense que c'est un facteur de dissolution. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous lâcher mon venin, mais j'ai un dernier point en conclusion. Je fais beaucoup de services après-vente sur mon rapport, et donc je m'exprime devant des auditoires très variés en France. Je suis frappé par une chose, c'est l'incroyable pessimisme des Français. Incroyable pessimisme et défaitisme. Une capacité à battre sa coulpe extraordinaire. Nous ne voyons que nos défauts. Nous n'insistons que sur nos difficultés. Et je pense qu'au fond du fond, le problème de la compétitivité de l'industrie française, c'est un problème de confiance, d'optimisme et de confiance. Parce que nous sommes un pays riche. Vous avez vu que la richesse des Français a augmenté de 4% l'an dernier, on s'en plaint parce que c'était 8% l'année d'avant. C'est vrai que 4% c'est moins que 8%, mais c'est déjà pas mal. Vous avez vu le taux d'épargne des Français, on est à 16%. C'est un pays riche, la France. C'est un pays où moi je vois à travers les investissements d'avenir, puisque je gère ce qu'on appelait le grand emprunt, ce qu'on appelle maintenant les investissements d'avenir, quand je vois les entreprises françaises innovantes, vous avez des aventures industrielles absolument formidables en France. Et ayant dirigé une entreprise qui était franco-allemande, j'ai pu vérifier qu'on peut faire de l'industrie en France aussi bien qu'en Allemagne. On n'a pas une tare originelle. Et donc, moi, je ne peux qu'encourager tous les Français. Alors, je m'adresse aux Français, je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers, mais à plus de confiance, plus d'optimisme et plus de solidarité. C'est si nous sommes capables de travailler ensemble, si nous sommes capables de le faire en croyant en l'avenir, ce qui n'est pas la caractéristique principale des Français, je suis sûr que nous réussirons. Merci.